Florence Berthoud, bonjour. Bonjour, Pendant réveillée par Annabelle. Ah bah oui, Annabelle, Ah là, tiens, enlève là son déguisement, on la retrouve, on est content de la retrouver à figure humaine. Esther, très belle pièce de Racine au passage. Alors justement, rebondissons sur ce qu'Annabelle nous a signalé, cette caricature d'Hanouna sur une affiche chez les filles, évidemment reprenant les codes des affiches antisémites des années 30. Tollé à droite comme à gauche. Des affiches antisémites des années 30, parce qu'Annabelle disait 39-45, ça avait démarré bien avant, hein, parce qu'il fallait évidemment, comme on dirait aujourd'hui, chauffer l'opinion publique. Et on est en plein là-dedans. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. Il y a un fond profondément, viscéralement antisémite à l'extrême gauche. Quant à l'extrême droite, évidemment, on essaye d'instrumentaliser Israël et d'instrumentaliser la cause juive. Prenons l'un puis l'autre. En effet, l'antisémitisme d'extrême gauche, il date pas d'hier, mais LFI a des députés à l'Assemblée nationale, à un présidentiel qui a fait 22%, ça pose un problème quand même. Bien sûr, ça pose un problème. D'abord, il y a une logique clientéliste qui fait que il y a un fond d'idéologie antisémite qui d'ailleurs affleure souvent avec une idéologie woke qui est assumée. Et ce qui est gravissime, c'est que c'est de plus en plus assumé. Alors il y a l'antisémitisme caché derrière l'antisionisme, et puis il y a l'antisémitisme qui affleure avec le woke, une forme de réécriture aussi de l'histoire, une forme aussi de comment dirais-je, un révisionnisme. Un révisionnisme, exactement, et une forme de révisionnisme. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça s'assoit aussi et surtout sur une inculture qui passe, hélas, parfois par l'école. Vous savez que moi, c'est une de mes, c'est vraiment une de mes obsessions, et les jeunes sont perméables. Parce que quand l'histoire n'est pas totalement enseignée, et on sait que c'est hélas souvent le cas, eh bien ça passe par les réseaux sociaux. Voilà. Pendant ce temps-là, vous le disiez, à l'extrême droite, on essaie de se montrer en plus grand, en meilleur protecteur des Juifs. On apprend que Jordan Bardella et Marion Maréchal vont se rendre en Israël. C'est une première, hein, une visite officielle de représentants du RN. Préalable, dit-on, à une visite de Marine Le Pen. Le RN c'est pas encore fait, mais fait. Le RN est toujours dans cette logique de récupération et tente désespérément d'effacer les fautes originelles du père. Hein, n'oublions pas. Donc, il faut absolument faire oublier ça. Donc, je pense qu'il faut rester plus que jamais vigilant. C'est ça, restons vigilants. Et à l'extrême droite et à l'extrême gauche, qui de toute façon se retrouvent régulièrement sur des sujets. Horizon, le mouvement dont vous êtes co-responsable avec Édouard Philippe, derrière Édouard Philippe, tient un congrès ce week-end à Lille. Ça sera dimanche. On va assister à quoi? Au vrai lancement de la campagne présidentielle d'Édouard Philippe? D'abord, le vrai lancement, en tout cas, il va fixer des lignes, une méthode, et c'est quelqu'un, vous savez, de très organisé, de méthodique, qui consulte beaucoup, qui, sans d'ailleurs souvent à l'abri des médias, fait beaucoup de terrain. Donc c'est ça la méthode, et c'est bâtir un projet. C'est les élus locaux, ces relais? Ce sont, alors les élus locaux, oui, il y a des centaines de maires, il y a 600 maires qui sont déjà adhérents. Les élus locaux, moi je vois, et c'est ça qui... je dirais qui me fait chaud au cœur. Je vois dans ce mouvement, je préfère dire ce mouvement que ce parti, des gens qui viennent, sans mauvais jeu de mots, mais de tous horizons, justement. C'est assez significatif, d'ailleurs, qu'il y ait 20% de jeunes adhérents. Sur les quelques 35 000, vous avez 20% de jeunes adhérents, et je note que depuis début janvier, les adhésions montent. Alors, on a des secrétaires. Moi, je suis secrétaire national chargé de l'école. On doit être, je ne sais plus, 36, 35 secrétaires nationaux thématiques, et on travaille. On a d'ailleurs déjà travaillé sur l'autorité, l'autorité à l'école, l'autorité du juge, l'autorité des fameuses figures détentrices de l'autorité publique, dit-on. Et puis, c'est ça. C'est travailler, puis après, on travaille. On ne fait pas le programme, mais on nourrit ce programme. L'international écrase tout en ce moment entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Est-ce que ça ne marginalise pas Édouard Philippe, qui n'est plus aux affaires depuis bientôt 5 ans? Écoutez, en tout cas, les sondages, évidemment, ne font pas le printemps, mais je note que sa position, qui est aussi une position médiane, il est pas dans les extrêmes, justement, ça rencontre aussi un écho. On a besoin, dans un monde qui est en folie, aussi d'avoir un message d'apaisement. Le message d'apaisement, c'est pas un message mou.
c'est dire les choses, mais ce n'est pas surréagir sur tous les sujets. Alors, évidemment que le conflit ukrainien, c'est un conflit qui nous écrase tous. Comment rester en dehors de ce conflit ukrainien qui a totalement rebasculé les cartes stratégiques? Regardez cet atlantisme qui a 80 ans, qui est quand même remis en question, qui d'ailleurs nous réveille un peu. Tant mieux qu'il nous réveille, parce qu'on s'était un peu endormi sous le parapluie américain. Donc oui, il y a des enjeux qui nous réapparaissent au milieu comme ça du visage et qu'on avait un peu oublié. Il faut se réarmer, mais se réarmer, ça veut pas dire uniquement uniquement faire des armes. Il y a la question du renseignement qui est aussi très importante. Et de l'aide à l'Ukraine, l'aide financière à l'Ukraine. Sur un autre dossier international, Édouard Philippe a été le premier à demander la renonciation aux accords de 68 avec l'Algérie. Depuis, une bonne partie des formations politiques partagent cet avis. Tout le monde partage cet avis. C'était une position aussi courageuse, qui d'ailleurs est une position qui n'est pas anti-algérienne, mais qui est une position de bon sens. Il suffit de voir les Algériens qui arrivent en France, et puis les OQTF qui ne reviennent pas en Algérie. C'est ça la réalité, c'est-à-dire un échange qui est tout à fait discriminatoire à l'endroit de la France. Donc les bons deals, c'est des deals qui sont équilibrés. Et cet accord, il pouvait se justifier, il se justifiait il y a des années, il n'est plus justifié. Alors se rajoute là-dessus évidemment, même si ce n'est pas de même nature, la question des droits de l'homme aussi, qui évidemment rend le dossier, et Boualem Sansal. D'ailleurs, ma mairie est, comme vous le savez, place du Panthéon. Nous sommes voisins de la Sorbonne. J'ai mis une affiche de soutien à Boualem Sansal, et nous organiserons dans quelques semaines une opération de soutien. On est très très inquiets. Son éditeur me redisait il y a 15 jours à quel point sa santé était fragile. C'est un monsieur de 80 ans, c'est pas 75 comme on a dit, et qui ne voit pas son avocat, qui est malade, qui voit pas son avocat, c'est terrible. Édouard Philippe, vous le disiez, veut rassembler ceux qui viennent de tous les horizons, comme ce mouvement l'indique. Bruno Retailleau et d'autres disent non, l'époque elle est au retour du clivage droite-gauche. Les socialistes disent ça également. Vous ne croyez pas à cela, un retour du clivage droite-gauche qui fera évaporer ceux qui ont choisi l'aventure en 2017 ? Il y a un clivage qui m'apparaît assez évident, qui est celui des extrêmes et du reste des partis que je qualifierais de démocrates. Qu'il faut rassembler. Et donc, c'est comme ça le gros sujet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Parce que ce clivage droite-gauche, on a vu qu'à un moment donné, on avait une droite qui flirtait avec l'extrême droite. Ce n'est pas les mêmes programmes, ce sont surtout pas les mêmes valeurs. Et c'est la même chose à gauche. Donc, je comprends que les formations politiques défendent chacune un peu leur beefsteak, mais la réalité, ça n'est pas celle-ci. Ça n'est pas celle-ci. Alors le rassemblement... Moi, je ne vois pas des Français qui disent... ils sont, aujourd'hui, me semble-t-il, quand même assez minoritaires. Ce qu'ils veulent, c'est aussi... Les Françaises et les Français de bon sens, ils veulent qu'on ait une France forte, c'est d'ailleurs ce que propose Édouard Philippe, une France libre et puis une France juste. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des résultats, ils veulent un programme, ils ne veulent pas qu'on ostracise. À part une partie, évidemment, une partie déboussolée qui se nourrit des extrêmes. Alors l'union est difficile aussi à Paris. On a appris une nouvelle candidature pour la mairie de Paris, celle de Francis Spinner, donc un LR qui ne veut pas suivre Rachida Dati. Vous n'êtes pas surprise? Je ne suis pas surprise parce que Francis Spinner, qui est un de mes collègues au Conseil de Paris, me dit depuis des mois qu'il va se présenter à la mairie de Paris. Donc franchement, ça n'est pas une surprise. C'est pas une surprise pour les journalistes parce qu'il leur a dit depuis de longues semaines, il a toujours dit qu'il considérait que personne ne représentait à Paris le parti LR. Alors, enfin la vraie, je ne sais pas si c'est la vraie, mais en tout, la famille dont il est originaire. Et vous, est-ce que Pierre-Yves Bournazel, qui reprend Horizon dans cette bataille municipale, ira jusqu'au bout? Ou est-ce que vous allez vous rallier à une candidature d'union, celle de Rachida Dati? D'abord, je crois que, si vous voulez, les jeux ne sont pas faits et qu'on n'est pas du tout... on est au temps des programmes, du collectif. Voilà. Alors, anticiper sur qui va se rallier avec tout le monde. Moi, je connais bien Pierre-Yves. Je sais à quel point il est déterminé. Je sais à quel point il construit sa campagne. Il construit un peu sa campagne, d'ailleurs, comme un certain Bertrand Delanoë l'avait construit. C'est-à-dire qu'on regarde les sondages et on voit ceux qui sont le plus haut. Moi, j'ai fait pas mal de campagnes à Paris, croyez-moi.
Et il y a une chose dont je suis sûre, c'est que c'est pas celui ou celle qui partira avec les plus grosses intentions de vote qui arrivera forcément en tête. C'est possible, mais ça n'est pas une certitude, loin s'en faut. Regardez tous les débuts de campagne des précédentes élections à Paris. La dernière, Benjamin Griveaux était très haut dans les sondages. Très haut, tout le monde a oublié. Il n'est pas arrivé au bout. Et dans un moment, il n'est même pas arrivé en situation de se présenter. Bon, alors il y a eu cette fameuse affaire du Sexton. On peut remonter plus loin, Séguin, c'était pareil. Séguin à Tibéris, c'est Delanoë qui est donné très comme un outsider. Et qui finit par l'emporter. Et vous voyez ce scénario. Donc, malgré non, les mais candidatures. je dis qu'une campagne, il faut un collectif, un programme, on oublie toujours ça, et il faut quelqu'un qui l'incarne. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Est-ce qu'il faut changer les règles? La fameuse loi Paris-Lyon-Marseille qui fait qu'on vote par arrondissement. J'ai toujours été favorable au principe d'un électeur une voix. Mais pas sur un coin de table, pas un an avant, même pas un an avant. Nous en discussions tout à l'heure, hors studio, il y a quand même la question des pouvoirs des maires d'arrondissement, non pas des pouvoirs pour être efficaces. Nous devrions avoir des avis conformes sur des projets d'urbanisme, par exemple, qui pourraient. Nous devrions avoir des pouvoirs hiérarchiques sur des services de propreté. Donc il faut prendre le temps de mettre tout ça au cœur d'un débat. Enfin, le temps, on aurait pu nous associer. Les maires d'arrondissement n'ont pas été associés à une réforme. Moi, j'étais tout à fait prête à y travailler depuis que je suis maire, d'ailleurs, pour qu'on fasse cette réforme. Mais vous imaginez que, tel que le texte a été présenté, un maire d'arrondissement peut, en théorie, ne pas être conseiller de Paris. C'est-à-dire que vous êtes maire d'arrondissement, vous n'avez aucun pouvoir au Conseil de Paris, qui est quand même l'Assemblée délibérante. Bon, comment vous jugez cette dernière année d'Anne Hidalgo? C'est la bataille à gauche pour sa succession entre Ferraud et Grégoire. Elle sort un livre. Comment vous voyez cette fin de règne? C'est vraiment effectivement une fin de règne. Ce qui manque, c'est une absence de vision. Et vous allez voir, le référendum qui est organisé est à l'image de cette gestion chaotique. Les Parisiens vont se déplacer dans les mairies d'arrondissement pour voter sur 500 rues végétalisées. Est-ce que vous êtes contre la végétalisation? Personne ne peut être contre. Personne n'est contre la végétalisation. Est-ce que vous connaissez les noms des rues? Eh bien, nous, les maires. Alors là, pour le coup, toutes tendances confondues. Nous ne connaissons même pas les noms des rues à végétaliser, même pas, et non seulement nous ne les connaissons pas, nous n'avons pas été consultés. Moi, j'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup végétalisé des rues dans le 5e arrondissement. Eh bien, jamais personne ne m'a appelé en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Mais surtout, il n'y a pas de financement et c'est censé s'appliquer à une prochaine mandature sans savoir qui va être élu. Oui. C'est le contraire de la démocratie. Dites-moi ce que vous voulez, mais de toute façon, je ne le ferai pas. Et si d'aventure je le fais, je risque de ne pas pouvoir parce que je ne serai pas élu. C'est quand même un comble. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, responsable Horizon. Merci, bonne journée. Merci. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin